Hello! On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan lecture du mois d'avril et la pile à lire du mois de mai. Encore une fois, je vous ferai le book haul dans une vidéo à part parce qu'il y a beaucoup trop de livres à vous présenter. C'était mon book haul anniversaire, donc là, il y en a vraiment énormément. Donc là, on va juste se faire le bilan et la pile à lire. Donc voici ma petite pile du bilan lecture du mois d'avril. Donc ce mois-ci, j'ai lu 6 livres, un petit peu moins que les mois précédents, parce que je crois que les mois précédents, j'étais autour de 8-9 livres. Donc là voilà, j'ai un petit peu moins lu, mais c'est pas pour autant que mes lectures étaient mauvaises. Donc pour commencer le mois, j'ai terminé la saga des Off Limits de Katharina Mora, donc avec le 4e et dernier tome qui est Bittersweet Memories et qui est vraiment mon tome préféré de cette saga. C'était un 4,75 sur 5. Dans celui-là, on va suivre Alana et Silas qui se rencontrent quand ils sont enfants à l'enterrement respectif d'un de leurs parents. Donc Silas, lui, enterre son père quand Alana enterre sa mère. Ils vont se rencontrer comme ça, ils ont je crois 4 ans, 5 ans d'écart, Silas est le plus vieux, et ils vont être amenés à se recroiser 2 ans plus tard, donc elle aura à ce moment-là je crois 16 ans quand lui en aura 20. Et une amitié va naître entre eux, il y aura de l'entraide puisque Silas s'est retrouvé à la rue, donc il vit maintenant dans un foyer, et Alana, elle, devient bénévole pour aider dans ce foyer. Et plus le temps passe, plus forcément des sentiments vont naître entre eux, même si au début ils s'empêchaient de ressentir quoi que ce soit. Et ça va durer jusqu'à ce qu'elle ait 18 ans et qu'ils tentent enfin quelque chose l'un et l'autre. Sauf qu'à ce moment-là, Alana va apprendre une mauvaise nouvelle, une dispute va éclater avec Silas et elle va partir et avoir un accident de voiture qui va faire que Silas va la chercher pendant 5 ans sans avoir aucune nouvelle d'elle. Elle a vraiment disparu de la circulation. Et il va donc la retrouver 5 ans plus tard dans la même ville, sauf qu'elle n'a plus aucun souvenir de lui. Pour elle, c'est un étranger. Et donc, on va suivre leur histoire avec les parties au passé, donc leur rencontre, etc., et les parties au présent quand il essaye de la reconquérir, de la faire retomber amoureuse de lui, etc. Tout à zéro, bien sûr, puisqu'elle n'a vraiment aucun souvenir. Et j'ai adoré cette histoire. La relation entre eux, je l'ai trouvée très mignonne, très touchante. Ils sont très prêts à aider l'autre, en fait, tout simplement. Et même avec les années qui ont passé, lui il n'a vraiment Dieu que pour elle. À partir du moment où elle revient, c'est ça y est, il revit. J'ai vraiment adoré cette histoire et leur relation. Après ça, j'ai lu Our Vicious Lies de Lila Mars chez Hugo Roman. Donc c'était la lecture commune lancée par Élise. Donc j'ai mis mes petits post-it, même si je l'ai lu en retard par rapport à tout le monde parce que j'ai pas pu commencer en même temps que tout le monde au final. Je crois que j'ai fini avec 2 ou 3 jours de retard. Donc ça va, j'avais plutôt pas mal rattrapé le retard que j'avais au début. Mais franchement, très bonne lecture. C'était un 4,5 sur 5. J'ai vraiment beaucoup aimé. Elle, c'est Bella, donc l'agent Wheeler. Elle a été formée, mentorée par l'agent Camari. Sauf que lui a quitté la section dans laquelle elle était il y a 5 ans pour aller dans une autre section des services secrets. Mais il va revenir et ils vont être tous les deux assignés à une nouvelle mission dans un petit quartier de riches, etc. pour essayer de faire tomber une certaine famille. Et donc là-bas, leur mission va se présenter sous le profil d'un faux couple, d'un faux mariage. Ils vont avoir leur maison, ils vont devoir jouer la vie de couple clairement devant tout le monde, tout en enquêtant sur leurs voisins, en essayant d'aller chez eux, choper des indices, etc. Mais ils vont également être amenés à devoir enquêter entre eux et sur eux. J'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. On a de l'action, de la tension, du suspense, des questionnements, parce que franchement, en lisant les trucs, je me disais mais j'espère que non, c'est pas ça, mais imagine si c'est ça. Franchement, j'ai beaucoup aimé tout ce qui est de toute façon mariage arrangé, faux mariage, tout ça, ça me plaît bien en général. Les histoires avec des espions, ça me plaît vraiment beaucoup. Donc là, j'étais servie. Et c'était assez comique par moments du coup, puisqu'on est sur du fake dating, du faux mariage, et que bah ils s'insupportent un petit peu l'un l'autre, même s'il y a des petits sentiments qui se cachent sous la surface. J'ai vraiment beaucoup aimé leur histoire, je les ai trouvés très touchants, et la fin, je l'ai trouvée vraiment sympa. C'est une fin que je n'avais pas encore vue dans les livres. J'avais pensé à une fin comme ça pour les histoires que j'ai moi en tête à écrire, etc., mais que je ne prends pas le temps d'écrire, clairement. J'avais pensé à une fin comme ça et je me dis, ah, elle l'a fait. Mais du coup, j'adore. Ensuite, on continue la sponsor Lila Mars, hein, clairement. J'ai lu The Perfect Match et The Perfect Love, donc je les ai enchaînés en audio. Là, on est sur une romance dystopique, dystopie romantique, je sais pas trop dans quel sens on doit le dire, où on se retrouve dans un système où les relations sont régies par un taux de compatibilité avec l'autre moitié.
Et si on est en dessous des 50% de compatibilité, on n'a pas le droit d'être ensemble, clairement. Sauf que Elliot, qui est notre prota féminine, était amoureuse de Ashton, ils étaient en couple, etc. Sauf que leur premier test n'était pas très concluant et le test définitif, donc à leurs 21 ans, pour savoir avec qui ils allaient pouvoir se marier, n'a pas été concluant non plus, malheureusement. Ils étaient en dessous des 50%, donc ils n'avaient pas le droit de rester ensemble. Et il s'avère qu'Elliot a eu un taux de compatibilité à 98,8% avec Isaac, qui est le frère d'Ashton. S'ensuit ensuite une histoire de colocation, bien sûr, avec Isaac, parce que ils sont mariés du jour au lendemain, ils doivent vivre ensemble comme un couple marié, etc. Sauf que le problème, c'est qu'ils ne se supportent pas trop. Donc la colocation est un petit peu compliquée. Donc voilà, ils sont en couple et mariés malgré eux, donc à cause de leur taux de compatibilité, mais ils vont essayer de renverser ce système-là parce que l'amour ne doit pas être régi juste par des chiffres. Il y a aussi les relations homosexuelles, etc., qui pour eux sont contre nature, n'existent pas, etc. Pas pour les protas, hein, pour le système, je précise. Sauf que il y a certains personnages qui aiment les hommes, qui aiment les femmes, alors qu'ils sont de ce sexe-là déjà, et qui veulent prouver que c'est pas parce que le test dit qu'on est compatible avec quelqu'un qu'on l'est forcément, et que des fois ça peut se tromper et qu'on peut être compatible avec quelqu'un du même sexe, tout simplement. Donc voilà, ce système est un petit peu désuet et ils essayent de le renverser. Ces deux livres-là étaient vraiment plutôt sympas. J'ai mis un 3,5 à chacun des tomes, même si je pense que j'ai une petite préférence pour le tome 2, puisqu'on est vraiment dans la rébellion, on a plus d'action, etc. Après ça, j'ai lu Unbreakable de Alexia Foll chez Adonia, qui est donc la sortie du mois d'avril, que j'ai adoré. C'était un 5 sur 5 pour moi, vraiment, j'ai trop aimé. Ici, on va suivre Azalée, qui est donc nounou pour une famille d'avocats très riches, etc. Donc elle s'occupe du petit, et c'est vraiment un peu comme sa famille à elle. Elle n'a plus de famille actuellement, mais elle se sent chez eux comme chez elle. Sauf qu'un jour, elle va se faire kidnapper et elle va se faire marier de force à Ézéchiel. Donc Ézéchiel qui fait partie d'une famille très, comment dire, très vieillotte, clairement. Ils habitent dans une baraque qui n'a pas vu la lumière depuis 60 000 ans tellement il fait sombre dedans. C'est vraiment, voilà, avec des histoires de mariage arrangé, avec une date de péremption au mariage. Clairement, on doit produire un héritier à tout prix, etc. C'est, voilà, une famille ancrée dans certaines traditions qu'ils ne devraient plus forcément avoir. Mais Ézéchiel et son frère Gabriel, eux, ne sont pas du tout dans cette tradition-là, etc. Ils veulent clairement pas renverser la famille, mais vous voyez, ils sont contre tout ça, quoi. Ils sont contre leur grand-père qui les force à marier, etc., etc. Et ils ont créé leur réseau secret. Je sais pas trop comment expliquer, mais ils aident en gros les gens qui en ont besoin, donc qui font une demande sur le darknet pour que quelqu'un intervienne et les débarrasse de gens qui seraient problématiques dans leur vie. Donc par exemple, quelqu'un qui battrait sa femme, on va se débarrasser du mari, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, ils agissent pour punir les méchants, clairement. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. On a beaucoup d'action, beaucoup de tension. On est sur du slow burn aussi. On a des personnages qui ont un passé plutôt lourd. Franchement, quand on voit les flashbacks, etc., leur passé est clairement lourd. Et ils essayent un petit peu de se reconstruire l'un l'autre. Ils vont permettre, voilà, à l'autre de retrouver goût en la vie, clairement, et de vouloir continuer ensemble. Et donc j'ai vraiment beaucoup aimé leur relation et leur histoire. Et pour finir ce bilan, j'ai lu La fille qui venait la nuit de Nell Lamarche et j'ai lu. Donc celui-là, c'est un thriller domestique que j'ai noté 3,5 sur 5. Franchement, plutôt sympa. On est là sur une femme et un mari qui viennent d'avoir leur premier enfant, mais qui n'arrivent pas à gérer ça, surtout la nuit. Ils n'arrivent pas à dormir, etc. parce que le bébé ne fait que pleurer et ils en peuvent plus, clairement. Donc ils prennent une nounou de nuit pour s'occuper de leur enfant. Sauf que la nounou est chelou, le mari est chelou, la femme est chelou. Clairement, tout le monde est bizarre dans cette histoire. La nounou et le mari, il y a des petits échanges un petit peu particuliers qui font se questionner la femme. La femme voit des objets disparaître, etc. Et donc voilà, les regards entre son mari et la nounou, elle se demande si elle devient folle ou si on essaye de lui faire croire qu'elle le devient. Voilà, clairement, pendant toute l'histoire, on cherche à savoir ce qui cloche avec tous les personnages parce que chaque personnage cache un secret, puisqu'il répète à plusieurs reprises que si jamais ça se savait, l'autre ne resterait jamais avec, l'autre ne serait vraiment plus là déjà. Donc on cherche un petit peu à savoir tout ce qui s'est passé chez eux depuis plusieurs années pour qu'ils en arrivent là et quels sont les secrets qu'ils cachent et comment ça va se passer avec la nounou, tout ça. Franchement, c'était plutôt sympa. Voilà, j'ai bien aimé me questionner tout au long du livre sur leurs secrets respectifs. La fin était plutôt sympa également. Après, j'avoue que je trouvais que ça faisait un peu beaucoup à la fin, mais j'ai bien aimé quand même. Genre, je suis mitigée en fait sur la fin. D'un côté, je me dis ouais, bon, voilà, ça fait un peu beaucoup. De l'autre côté, je me dis non, mais c'est cool en vrai.
Donc voilà, c'est pas l'histoire du siècle, c'est pas le thriller de l'année, mais il était vraiment sympa. Voilà donc pour le bilan lecture du mois d'avril. Et on passe maintenant à la pile à lire. Alors j'y ai mis 6 livres. Clairement, je ne pense pas que je vais pouvoir lire les 6 ce mois-ci, mais l'espoir fait vivre, comme on dit. Déjà, je voulais en mettre 12, donc voilà, je me suis un petit peu restreinte, mais je ne pense pas que j'aurai le temps de lire les 6. Donc en tout premier, je vais terminer Royal Disaster des Emelu chez Addictive, que j'ai reçu lors de la soirée de lancement. Franchement, je l'avais reçu en e-book quelques jours avant la soirée, je voulais essayer de le finir pour la soirée, mais j'ai pas eu le temps. J'ai eu le temps de lire que 40% à peu près avant la soirée. Là, j'en suis à 50% maintenant. Donc, mon but, c'est de le terminer. Et là, on est donc sur une histoire de royauté. Donc, c'est un spin-off de Royal Bodyguard qui a été réécrit. Donc là, si vous aviez la version poche avant, il y a des scènes qui ont changé dans celui-là. Je l'ai pas encore lu. Ce sera une relecture sûrement pour le mois de juin parce que là, au mois de mai, j'aurai clairement pas le temps. Mais donc on est sur un spin-off, les deux peuvent se lire indépendamment l'un de l'autre, même si je conseille quand même de lire Royal Bodyguard avant, puisqu'on a quelques petits spoils sur l'histoire de Royal Bodyguard dans Royal Disaster. Mais donc là où dans Royal Bodyguard on est sur une romance MM, ici dans Royal Disaster on est sur une romance MF. On va suivre Pia, la princesse héritière du trône, qui va donc être promise à... Alors je ne sais plus son titre, je ne sais plus s'il est duc, comte ou autre, mais à un noble quoi. Sauf qu'elle va tomber amoureuse d'un opposant politique qui lui veut abolir la monarchie. Et franchement, pour l'instant, 50% pépite, j'ai trop hâte de continuer. Ensuite, je vais lire The Centerpiece de Alicia Brown chez Adonia, qui est donc la sortie du mois de mai. Il sort le 6 mai, comme Royal Disaster d'ailleurs, je crois, je sais plus si je vous l'ai dit, mais ça sort le 6 mai. Donc voilà, magnifique ce livre-là. Donc voilà, il est magnifique, il me tente vraiment beaucoup trop. Ensuite, je vais enchaîner avec The Exception de Elijah chez Adonia, qui me tente énormément. Une romance prof-élève avec du sport, etc. Il a l'air trop bien. Et alors là, je sens que je vais pas avoir le temps de lire les 3, mais j'aimerais tellement pouvoir les lire là, tout de suite maintenant. J'ai sélectionné Blue Velvet de Dahlia Blake chez Nox, puisque c'est celui qui, je crois, est le plus revenu dans la vidéo où je vous demandais de m'aider à choisir ma prochaine lecture, donc parmi les 3 que je vais vous présenter maintenant. Donc je crois que c'est celui qui est le plus revenu, du coup je vais essayer de le lire en premier. Mais là, franchement, romance cubaine avec les espions, etc. Plein de secrets, de l'action, j'ai trop hâte. J'ai aussi sélectionné Campus Agency, le tome 3 donc de Lily Bay chez Hugo Roman pour clôturer la trilogie. Il est également beaucoup revenu dans les votes. En fait, j'ai l'impression qu'ils ont tous été votés le même nombre de fois. C'est ouf. Mais celui-là, voilà, petite romance à Miami avec du fake dating, du faux mariage, j'ai trop hâte, ce sont des tropes que j'adore. Et là, mais j'ai tellement envie de me lire une romance cow-boy en ce moment en plus, donc il tombe à pic, c'est Willow Lake d'Alicia Garnier chez Nox, que déjà je trouve juste sublime. Je le trouve vraiment magnifique comme livre, la même DA que Emberfall. Mais voilà, j'ai trop envie de me plonger dans une petite romance cow-boy et il est également beaucoup revenu dans les votes, donc voilà. Et voilà donc pour la pile à lire du mois de mai. C'est donc la fin de cette vidéo, je vous ferai le book haul comme je vous ai dit dans une autre vidéo puisqu'il y a beaucoup trop de livres. Il y en a 18 entre les réceptions de service presse et les cadeaux et achats pour mon anniversaire. Il y a beaucoup trop de livres. Donc voilà, je ferai une vidéo à part. Merci en tout cas d'avoir regardé celle-ci jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, à me dire vous ce que vous avez lu au mois d'avril et ce que vous aimeriez lire au mois de mai si jamais vous préparez vos piles à lire. N'hésitez pas aussi à me dire quel concept, quelle vidéo vous aimeriez voir sur cette chaîne. Et comme d'habitude, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner ici, sur Instagram et sur TikTok. Et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.